Maître, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours un plaisir de vous revoir. On ne se voit pas très souvent. Parce que vous et moi, quand on se voit, c'est le choc des questions et des réponses. Tout à fait, cher ami. Bismillah. Maître Lo, vous avez organisé une rencontre d'un genre nouveau. La presse face aux responsables et des responsables face à des journalistes. Il n'y avait pas de tabou. Est-ce que votre parti a organisé cette rencontre parce qu'il n'est pas compris ou il est incompris? Bon, effectivement, c'est une rencontre presse-débat qui est originale dans son genre, dans son mode. Les journalistes ont dit eux-mêmes que c'était pour eux sans précédent. Nous sommes heureux d'avoir lancé ce style, mais il nous semble que c'est là une voie d'expression démocratique qui est beaucoup plus large, beaucoup moins formelle, et où on est plus lâché, on parle de manière un peu plus, franche, que si c'était dans le cadre d'une conférence de presse très conventionnelle, très formelle, etc. Donc on a effectivement décidé... On est sorti du format standard, quoi. Standard. Mais l'objectif, en vérité, c'est de laisser les journalistes eux-mêmes libres de poser toutes les questions et à qui ils veulent de toute la direction du parti. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui a été préparé. Il n'y a pas ici chez nous une quelconque volonté d'orienter les réponses ou d'avoir des réponses préconçues. Donc l'idée, c'est donc de montrer à tout le monde que toute la direction du parti, sur les questions essentielles, a à peu près la même orientation. En même temps, c'est de donner aux journalistes aussi une plus grande faculté de poser la question à qui ils veulent, de sorte que personne n'est réellement pris dans une sorte de nasse. Il n'y a pas de tabou. J'étais là, donc, à cette rencontre. J'ai bien aimé. C'était franc, c'était sympathique, c'était convivial. Mais surtout, on était libre de dire ce qu'on voulait. Mais surtout, l'ensemble des questions qu'on t'ai posées, Maître, il y a deux questions sur lesquelles j'aimerais revenir. Elles sont très intéressantes. Premièrement, une question que moi j'ai posée. C'est une question que j'ai posée à votre président en disant, je lui ai posé la question de savoir est-ce que ce qui s'est passé après donc la rencontre de votre parti et l'autre parti avec le président de la République, c'était, j'ai dit, une suite logique de tout ce qui s'est passé avant. Parce que votre parti, je crois que, et j'ai compris d'après ce que le président a dit, que vous êtes dans une logique d'essayer de toujours prendre quelque chose à l'autre camp. Parce que c'est l'autre camp qui a le pouvoir, et c'est l'autre camp qui a le pouvoir de décision. J'ai bien compris. Tout à fait. Ok. C'est bien ça. Et j'ai posé la question de savoir, est-ce que, comme beaucoup le pensent, vous n'avez pas agité le drapeau parce que plus de 40 ans de combat, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'armes et vous avez agité le drapeau blanc. Oui, bon, alors ici vous posez en effet une question fondamentale, c'est une question de méthode politique, méthodologie, la manière de penser la politique et d'agir en conséquence dans l'espace politique.
pour ceux qui nous suivent, nous, en tant que parti, c'est-à-dire nos origines politiques, qui nous renvoient au MND, le Mouvement National Démocratique dans les années 70, tous ceux qui nous suivent voient bien que notre méthode est constante. Il s'agit toujours de poser des revendications et d'essayer d'obtenir d'un gouvernement en place que ces revendications puissent être satisfaites et puissent aboutir pour que l'on puisse avancer. Au temps de Mokhtar Oudada, nous avions demandé un certain nombre de choses. Il y avait la monnaie. Regardez où est-ce qu'on en est maintenant. Il y avait la nationalisation de la mi-ferma. Il y avait la question des langues. Il y avait la question de l'esclavage. Il y avait la question du statut des femmes. Il y avait bref la question de la modernisation de l'État mauritanien. Nous n'avons jamais eu comme idée de tout ou rien. Nous avons toujours essayé de dire au gouvernement en place, tu dois faire ça si tu veux que le pays se porte mieux. On ne dit pas que ça conditionne ton existence pour nous, mais on dit que si vous voulez que la vie politique se déroule d'une manière apaisée, il faut que ces réformes soient faites. Parce que si vous ne faites pas ces réformes, ça crispe le climat. Et nous sommes dans un pays fragile parce que comme tous les pays africains, nous avons à peine une quarantaine ou une cinquantaine d'années d'indépendance. Donc ça nous fait une démarche pragmatique, réaliste, et en même temps nous restons dans notre orientation stratégique qui est celui de prendre le pouvoir. Bref, nous avons une approche réformiste dans la démarche et nous avons une approche de changement en même temps sur le front stratégique pour que nous parvenions au pouvoir. Ces deux options ne sont pas contradictoires dans notre vision dialectique. Nous l'avons fait sous Mokhtar Oudada, nous l'avons fait sous les différents régimes successifs militaires, à la fois sous Haïdane, mais même sous Mouawiya. Entre parenthèses, c'est à travers cela que nous avons lancé à l'époque de Mouawiya notre fameuse politique de dialogue, notamment sur le plan électoral, qui nous a fait obtenir un certain nombre de gains électoraux, sur le plan par exemple, je ne sais pas moi, de la liste électorale sur Internet, le fait que les cartes d'identité jaunes anciennes aient été éliminées et remplacées par des cartes d'identité biométriques, les fameux procès-verbaux dans les bureaux de vote, les fameux votes militaires que nous avons annulés, toutes ces choses qui faisaient qu'il y avait des pratiques qui encombraient notre démocratie, même formelle, et qui empêchaient d'avoir un minimum de confiance dans le jeu démocratique. Ça n'a pas raté. Mouawiya a joué le jeu, et pour la première fois dans l'histoire de la Mauritanie, l'opposition est rentrée dans l'Assemblée. Et je vous signale que nous étions le seul parti, nous étions absolument le seul parti qui étions d'accord pour une telle orientation de dialogue avec Mouawiya. Donc, on peut voir aussi que c'était à peu près la même démarche qui nous avait guidés dans les régimes politiques successifs, sous le régime d'Elie Manouval, le régime de la transition, sous Sidi Cheikh Abdallah, et même sous Aziz, parce que nous avons lancé, c'est nous qui avions lancé l'idée du dialogue, sous Aziz, après les accords de Dakar, et c'est Aziz qui non seulement a refusé, mais a choisi en réalité de planter l'opposition un poignard dans le dos en créant lui-même une dynamique qui lui est très propre et en empêchant certains de participer et en choisissant ceux avec lesquels il pouvait aller au dialogue. Avec M. Sidi Oucher, avec M. Razouani, dès qu'il est arrivé au pouvoir, je dirais même quasiment le lendemain de son arrivée au pouvoir, nous avons en effet lancé également cette démarche qui consiste à chercher à gagner quelque chose. Maintenant, vous voyez bien que ce n'est pas à gagner nous, parce que durant toute cette période, combien de fois nous sommes entrés dans un gouvernement? Toute l'histoire de notre parti. Il faut rattacher à l'histoire du MND. On l'a eu deux fois. Une première fois, c'est Tafa Bakari, à l'époque du MND. Ça a duré quelques mois et c'était Haïdar lui-même qui l'avait choisi unilatéralement. La deuxième fois, c'était sous Sidi Cheikh Abdallah. Et ça a duré quelques mois avant qu'il y ait le coup d'État. Nous ne refusons pas des participations politiques si nous convenons avec le gouvernement en place, mais ce n'est pas ça qui détermine notre orientation. Donc, il n'y a pas de drapeau blanc, pour revenir maintenant à votre question. Ce n'est pas que nous sommes en situation de défaitisme ou d'aplatissement. Bien au contraire, nous pensons que le gouvernement en place a intérêt à ce que certaines réformes se fassent pour que lui-même, il puisse avoir un État apaisé. Comptant sur son propre intérêt, qui est d'avoir un paysage politique apaisé, qui est d'avoir un pays où les investisseurs peuvent venir tranquillement investir, où lui, il peut gouverner normalement sans qu'il y ait des troubles à l'ordre public, et où il peut gouverner sur son orientation politique de manière absolument tranquille et sereine. Nous pensons que ça, ce sont des intérêts qui peuvent l'amener à accepter de dialoguer avec nous. Ce n'est pas un dialogue pour l'amener à démissionner, ce n'est pas un dialogue pour l'amener à quitter, ce n'est pas un dialogue pour l'affaiblir, c'est un dialogue où les uns et les autres, nous allons édifier un espace politique dans lequel le jeu sera assuré par les uns et par les autres. Je te pose une question, parce que dans ce que tu viens de dire, tu parles de nous, avant que nous prenions le pouvoir. Ce nous-là, c'est qui? C'est l'UFP, l'Union des forces de progrès. Ah, c'est pas l'opposition de face au genre.
L'opposition, il n'y a pas une opposition, il y en a maintenant un grand nombre, malheureusement. Il n'y a pas d'opposition au sens monolithique. Il y a une opposition. Donc ce nous-là, ça s'adresse à votre parti. À notre parti et à tous ceux avec lesquels on peut. Vous croyez un jour de pouvoir arriver au pouvoir? À Dieu de plaît, sinon on ne ferait pas de la politique. Je pense que si un parti politique ne se met pas dans sa tête, si ses cadres, pour être plus exact, il peut rêver. Non pas dans la tête qu'ils vont arriver. Donc vous ne rêvez pas, vous allez à un objectif, vous visez un objectif. Nous sommes présents sur la scène politique depuis suffisamment longtemps pour avoir l'expérience de la vie politique, de comprendre qu'il faut beaucoup de changements, beaucoup de changements pour que les idées que nous représentons puissent réellement s'établir définitivement dans le pays. Ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 5 ans, personne ne peut prédéterminer ce que sera la vie, mais nous n'avons aucun doute sur le fait que ce pays, nous allons le gouverner. Et nous allons le gouverner de manière assurée. Affirmative. Absolument. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Parce que notre orientation fondamentale, c'est quoi? C'est l'unité de notre peuple. C'est l'indépendance et la souveraineté de notre peuple. C'est la démocratie la plus large possible en faveur des masses populaires. C'est le fait que les couches opprimées de notre société puissent être réellement au cœur des préoccupations de l'État. Bref, c'est d'avoir un État mauritanien conforme aux orientations de l'univers entier, c'est-à-dire de la civilisation mondiale. C'est nous qui représentons cette idée. Nous ne sommes ni le parti d'une ethnie, quelle qu'elle soit. Nous ne sommes le parti d'aucune race, quelle qu'elle soit. Nous ne sommes le parti d'aucun clan, ni le parti d'aucune tribu, ni d'aucune caste. C'est l'avenir. Si c'est en tout cas l'idéal pour... C'est l'avenir. Il n'y a pas d'État fondé sur ces agrégats. C'est impossible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un État tribaliste qui dure. Il va être détruit par son propre tribalisme. Vous ne pouvez pas avoir un État raciste. C'est impossible parce qu'il va se détruire par sa propre logique interne. Vous ne pouvez pas avoir un État fondé sur des castes. Il va s'autodétruire. Regardez ce qui se passe dans le monde. Parce que nous sommes dans une situation historique qui est celle où la démocratie est une démocratie du peuple. Nous n'avons jamais cherché à faire valoir des revendications spécifiques à l'UFP. Nous avons toujours établi, dans les rapports que nous avons avec les différents gouvernements, nous avons toujours posé les revendications totales, celles de l'opposition dans son ensemble. Toutes les tentatives de dialogue que nous avons faites dans ce pays se sont fondées sur la recherche d'un compromis national autour des revendications que nous, en tant que force d'opposition avec les autres, nous avons toujours cherché à faire valoir. Donc ça, c'est d'un point de vue général. Maintenant, spécifiquement par rapport à M. Razouani, la chose est claire. C'est nous qui avons été les demandeurs au départ. M. Razouani, dans son projet politique, dans son programme, avait dit que lui, il avait un certain nombre d'engagements, parmi lesquels d'apaiser la scène politique et de chercher à sortir de la confrontation. Nous avons dit très bien. Nous estimons donc nécessaire que nous engagions ce pays-là sur un nouveau chemin qui n'est plus le chemin de la confrontation, mais qui sera le chemin, en réalité, d'une sorte de collaboration démocratique. C'est-à-dire, dans la recherche de la voie démocratique, nous allons ensemble trouver les solutions aux questions les plus épineuses permettant à notre démocratie de franchir le Rubicon, de passer sur une étape décisive pour sa normalisation. Parce que nous avons un pays qui, d'un point de vue démocratique, n'est pas normal. Chaque élection est une crise. Il n'y a jamais eu d'élection qui ne se soit pas terminée par des contestations systématiques. Autrement dit, aucun régime n'est apparu comme légitime pour toute la classe politique. Aucun. Aucun, ou pratiquement aucun. Il y a eu l'exception, si vous voulez, du régime de Sidi Bou Cheikh Abdallah, mais même là, il y a eu quelques contestations. Mais fondamentalement, tous les régimes qui se sont succédés se sont vus reprocher quoi? Eh bien, d'avoir un peu fait d'un régime une façade démocratique. Donc nous avons toujours dit que pour ça, il faut que nous engagions avec les gouvernements en place des négociations, des discussions, un dialogue permettant précisément sur des points précis de pouvoir trouver un terrain d'entente qui sauvegarde les intérêts et du gouvernement
et de l'opposition. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons dit également qu'il y a une série de questions qui, elles, échappent en quelque sorte aux tractations politiciennes, parce qu'elles touchent à des questions fondamentales dans notre société. Et elles touchent à la modernisation de la société, et même une précondition à la démocratie. Lesquelles? Par exemple, certaines questions comme celle de l'esclavage. On ne peut pas en faire une question politicienne, parce que l'esclavage, quel que soit le régime en place, sera un problème auquel on sera confronté. Nous, l'opposition, si on arrive au pouvoir, nous serons confrontés à ce problème. Pourquoi? Parce que c'est des structures sociales et mentales qui sont en cause. C'est une mentalité et c'est des rapports économiques et sociaux qui se sont déterminés depuis des générations et des générations. Donc nous avons intérêt ensemble de trouver des formules nous permettant de dépasser cet aspect-là négatif de la vie sociale en Mauritanie. Donc nous avons dit qu'il y a des intérêts communs, à la fois du gouvernement en place et de l'opposition, ensemble de sortir de cette ornière-là, de sortir de cette situation. Hein? Parce que le gouvernement actuel n'a pas intérêt à ce que l'esclavage se poursuive, quel que soit par ailleurs ce qu'on peut par extrémisme ou par esprit politicien dire. On sait que les gouvernements qui sont en place chez nous n'ont pas intérêt à ce que notre pays soit considéré comme esclavagiste. Écoutez, comment vous pouvez gouverner une nation en vous faisant traiter de l'extérieur comme étant esclavagiste? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui où les investisseurs viennent investir et ils ne veulent pas mettre leur argent dans un pays qui pratique l'esclavage. Comment vous pouvez le penser? Donc le gouvernement, quel qu'il soit, a intérêt à ce qu'il soit combattu. Peut-être d'une certaine façon. Peut-être pas avec les mêmes armes ou dans les mêmes conditions de sincérité ou de force que nous le voudrions en tant que force d'opposition. Mais nous savons bel et bien que ce gouvernement a intérêt à le régler. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a eu un certain nombre de lois qui ont été adoptées dans ce sens. Maintenant, il s'agit de mettre cela en œuvre. Or, pour la mise en œuvre de lois comme celle-là, il faut une administration solide. Et l'administration, ce n'est qu'une partie du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement, c'est un instrument. Et l'administration, en tant qu'instrument, connaît beaucoup d'écarts, beaucoup de dysfonctionnements, etc. Donc la marge de négociation ou de discussion ou de dialogue, si vous voulez, sur la question de l'esclavage, ça tiendra sur les questions de comment faire pour parvenir à la situation dans laquelle nous voulons arriver et où les lois imposent de lutter contre cette situation-là. Vous voyez, ça c'est un exemple. Passif humanitaire, tout le monde en parle. Aujourd'hui, il est très difficile de ne pas en parler. Au départ, c'était juste quelque chose que l'opposition défendait. Mais maintenant, tous les gouvernements successifs, je dis bien tous, sans aucune exception, depuis Sidi Ould Cheikh Abdallah, en tout cas depuis même Elie Mohamed Fall jusqu'à aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a eu dans ce pays-là des drames qui vont jusqu'à la qualification de génocide pour la plupart de ceux qui se sont penchés sur les événements, ou en tout cas pour le moins de crimes contre l'humanité qui se sont déroulés dans certaines régions ou dans certaines zones de notre pays. Ça, on l'a appelé passif humanitaire. Pensez-vous qu'un gouvernement qui se veut national et qui se veut moderne peut continuer à faire l'impasse sur cette situation, faire comme si ça n'existait pas? Mais si vous le faites, vous perdez votre temps, parce que même si vous mettez la dictature absolue chez nous, le reste du monde va en parler. Oui. Quel est l'investisseur qui va venir dans un pays durablement où le gouvernement est taxé d'empêcher à ce que des crimes aussi ignobles ne puissent être, comment dire, résolvés? Ce n'est pas possible. Mais le problème n'est pas celui-là d'ailleurs. Voilà. Le problème, est-ce que peut-être il faut peut-être penser que ça peut un jour, mais au moment où certainement ça explose. Oui, mais ça, voilà. Ça c'est la dimension maintenant préventive. Oui. Vous voyez, il y a une dimension corrective qui consiste à corriger les erreurs, les drames, etc., à solder le compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de passif. Oui, alors là, puisque vous... Mais il y a une dimension préventive, parce que demain, il faut que nous donnions la garantie que de tels événements ne se reproduisent pas. En tout cas, vous êtes venu sur le sujet, il faut peut-être rappeler que c'est vous, Maître Logourmand, professeur, c'est vous qui êtes à l'origine de l'acte qui a été soumis en 1981 aux Nations Unies, ouais, qui qualifiait l'acte de génocide. Ouais, tout à fait. Et qui avait déposé la plainte devant le système des Nations Unies. La première plainte internationale, j'ai eu l'honneur de la déposer au nom de la direction du Mouvement National Démocratique. À l'époque, au nom du MND, Mouvement National Démocratique. C'était en 1900. C'était une décision consensuelle. Mais c'est la direction du parti. Oui. Moi j'étais celui, parce que j'étais le porte-parole à l'étranger
du parti. Et Mohamed Mouloud était le responsable principal du MND. Et d'ailleurs, nous l'avons rédigé ensemble pour être explicite. Et ça a été signé par un certain nombre de cadres responsables du mouvement. Entre autres, il y a le cinéaste Mohamed Ondo, par exemple, qui a signé. Il y a d'autres camarades qui, dans la clandestinité, ont avec moi signé. Parce qu'il fallait nominativement le déposer. Et nous l'avons déposé. Et une époque difficile quand même. Oui. Extrêmement difficile. Ça m'a valu, moi, d'être chassé de l'université. Oui. Et d'ailleurs, à Mohamed aussi, d'ailleurs, à Mouloud aussi. Donc, bref, nous avons été les premiers à avoir fait un dossier et de l'avoir déposé sur la scène internationale. Et donc, si je vous dis donc que ce dossier-là est une préoccupation pour nous, c'est une préoccupation non seulement essentielle, mais continue dans le temps. Elle n'a jamais varié dans cette orientation, parce que nous sommes certains que si on ne règle pas cette question-là, eh bien, il y aura toujours une épée de Damoclès qui va être agitée au-dessus de notre tête et qui va constamment menacer l'unité de notre nation. Voilà donc pourquoi le règlement de ce passif humanitaire est la question fondamentale que le pays doit régler. Et c'est pour ça que dans les 18 points qui figurent dans le pacte, il y a, je crois que c'est le 3e ou le 2e point, le règlement du passif humanitaire, de trouver un mécanisme permettant de le régler définitivement. Bien sûr, en collaboration avec les organisations qui s'occupent de ça. Doctorat d'État en 1983, vous êtes chassé de l'université de votre pays. 90-93, vous êtes exilé en France avec votre inséparable Ahmed Mouloud. Et puis, vous avez été recruté à l'université du Havre. Vous êtes avocat, homme politique et halpolar. C'est pas un peu explosif? Non, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est vrai que, en tant que professeur, d'abord j'ai fait le droit. Oui. J'ai fait le droit en Tunisie et j'ai fait un droit en France. Et cela, évidemment, m'a donné tout loisir de connaître un certain nombre de règles, règles fondamentales, et aussi de davantage me sensibiliser sur la notion de procédure juridique pour protéger les règles en question. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important du point de vue de ma formation. Et qui plus est, en tant qu'avocat, de pratiquer ce que j'enseigne. Donc c'est quelque chose de très important de ce point de vue-là. Et je l'avais fait pour le pays. C'était dans ce sens qu'on m'avait envoyé pour être formé donc en Tunisie, puis ensuite en France. Il se trouve que ça a coïncidé quand je suis allé en France pour faire un concours d'agrégation, envoyé par le gouvernement mauritanien, ça a coïncidé avec le drame vécu par notamment les militaires mauritaniens. 90. Il y a eu les événements de 89. Ça, c'est Inal, 90. Oui, à Inal et un certain nombre d'ailleurs d'autres casernes. Le coup d'État qui avait... Il y avait eu... le coup d'État, c'était en 87. La tentative de coup d'État des négro-africains, c'était en 87. Oui. Suite à quoi il y a eu des événements graves qui se sont déroulés, mais liés avec les problèmes avec le Sénégal. Donc ça, c'est les événements de 89. Puis, une fois que les événements de 89 se sont déroulés, qu'il y a eu donc tout le chaos que vous connaissez, il y a eu maintenant des événements aussi en 90 dans les casernes. Parce qu'il y avait eu un courant chauvin qui s'est littéralement emparé de l'État, certains courants politiques, et qui donc, de ce fait, ont instrumentalisé l'État pour frapper les négro-africains, spécialement les halpolars. Et c'était le régime de Mahaoué. Il n'est même pas sûr d'ailleurs que c'était une décision de Mahaoué lui-même, pour être clair, de faire ce qui a été fait. Mais une chose est sûre, que c'est sous sa couverture et sous son autorité que ça s'est fait. C'était un système. Non, c'était un système qui était totalement infiltré par certains courants nationalistes arabes extrêmes. Et cela a abouti, notamment dans l'armée, par des prises de décision et par des actions extraordinairement graves, notamment la pendaison des 28 à la veille du 28 novembre 90. Et donc ça a été la tragédie ultime, extrême, par laquelle précisément le pays a basculé vraiment dans ce qu'on peut appeler le chauvinisme d'État, le chauvinisme officiel. Oui. Donc c'est ça un peu le cadre dans lequel tout cela s'est exprimé. Et nous, en tant que parti, en tant que mouvement,
nous avons en quelque sorte pris sur nous d'être à la tête de ceux qui ont lutté contre cette situation. Nous avons même, je vais vous le révéler, mon ami et camarade Khalil Ouded en avait parlé lors du dîner avec les journalistes, que nous avons été jusqu'à contribuer et même à créer un mouvement armé pour faire face au drame que les négro-africains vivaient dans la vallée. C'est le Freedom. Ce qui est relevé pour la première fois. Oui, c'est pour la première fois que nous avons dit que parle. C'est nous, le front de résistance pour l'unité, la démocratie en Mauritanie, le Freedom. Oui. Et nous avons effectivement entrepris de faire face à une situation. Mais en ce moment, vous avez évité quand même de vous faire confondre aux flammes aussi. Parce que entre autres choses, nous étions littéralement en confrontation avec les flammes. Notamment dans les camps de réfugiés, on est presque arrivé parfois à faire le coup de poing entre nous et les flammes parce que nous avions deux visions très opposées, très différentes. Nous cherchions à unir le maximum de Mauritaniens. Et en particulier dans les déportés, nous ne voulions pas qu'ils se transforment en miliciens contre le peuple, contre la nation. Nous voudrions qu'ils fassent face aux velléités de répression, mais seulement de répression contre les villageois de la zone. Donc ça a créé beaucoup de problèmes, notamment dans les camps de réfugiés. Un jour, on reviendra là-dessus dans l'histoire. Mais c'était une façon pour nous de montrer que pour sauver le pays, il fallait que les intérêts des négro-africains, des populations négro-africaines, soient sauvegardés parce que certaines parties de la garde, de l'armée, de la gendarmerie, certaines parties étaient infiltrées par des courants nationalistes extrémistes arabes. Et c'est ça qui est à l'origine de ce drame. Le peuple mauritanien dans son ensemble étant innocent, la communauté arabe non seulement n'avait rien à voir là-dessus, mais énormément d'Arabes s'étaient opposés à ça. Et c'est ça qui explique d'ailleurs nos orientations ont été soutenues, notamment dans les grandes villes, par notamment la classe ouvrière. Ici, lors des événements de 89, si ce n'était pas les ouvriers morts, le drame aurait atteint des points extrêmes qui auraient été inimaginables. Les boutiquiers morts aussi dans beaucoup de quartiers ont protégé des populations négro-africaines parce qu'il y avait des bandes de voyous qui se sont répandus ou qui se répandaient dans les quartiers. Donc notre peuple, aussi bien le peuple arabe que les peuples négro-africains, les ethnies négro-africaines, ne se sont pas confrontés. Elles ont au contraire cherché à défendre l'unité. Et nous nous appuyons sur cette force de soutien populaire pour éviter que notre pays ne bascule dans la guerre civile. Nous avons beaucoup contribué à éviter que le pays bascule dans la guerre civile. C'est cet esprit-là d'ailleurs qui nous guide aujourd'hui pour chercher à trouver une solution aussi de compromis pour le règlement du passif humanitaire. C'est-à-dire qu'il faut toujours poser les revendications des masses, du peuple dans son ensemble, sans que ces revendications ne soient un moyen de confrontation entre les composants de notre pays. C'est ça qui fait la délicatesse et les difficultés de notre position et qui fait que souvent on est incompris par les uns et par les autres. Souvent, dans certains milieux morts, on considère que nous sommes des flammes. Dans certains milieux négro-africains, on considère qu'on est des bassistes. Pourquoi? Parce que parfois, dans ces milieux, les uns et les autres veulent que nous prenions des positions extrêmes. Mais nous sommes contre l'extrémisme. Nous sommes pour que les nationalismes démocratiques s'expriment. Nous, le nationaliste arabe, a raison de poser les problèmes de la communauté arabe, notamment de la langue arabe. C'est son droit, et même c'est son devoir. Mais c'est également un droit et un devoir pour les ressortissants des communautés négro-africaines de poser leurs intérêts et de défendre leurs intérêts, parce que l'État est aussi pour eux. Donc, mais ça signifie que les uns et les autres doivent trouver des formules de compromis. Voilà notre approche. Et c'est cette approche qui explique la position. Et que tout ça, ça se passe quand même dans la sérénité et dans l'apaisement. Hors de toute confrontation ou de toute agressivité à l'intérieur de notre peuple. Votre pays qui vous a chassé donc, de l'université, et qui vous a refusé d'ailleurs un droit parce que longtemps il n'a pas accepté que vous prêtez serment pour être un avocat, donc pour pouvoir l'exercer. Mais à un moment, votre pays a été étranglé, il a fait recours à vous pour répondre à certaines revendications du Sénégal. On aimerait bien que vous expliquiez ça parce qu'il y a tous les Mauritaniens ne savent même pas que vous avez joué un rôle important à cette époque-là, extrêmement difficile. Je peux le dire, sans me tromper. Oui. J'ai joué un rôle central à ce moment-là, au plus fort de la crise entre la Mauritanie
et le Sénégal sur la question des frontières. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'en 1988, surtout Vous pouvez parler 89, plus haut pour comme ça je vous en 1988, Oui. 89, la crise entre la Mauritanie et le Sénégal ayant atteint un certain degré, un certain seuil critique, certaines des revendications que parfois des Sénégalais avaient émises il y a très longtemps, notamment dans les années 70, quand il y a eu des problèmes entre Senghor et Mokhtar Ould-Daddah à propos du Sahara occidental, et puis depuis 1933 voilà, d'ailleurs. le Sénégal a exhumé, a fait sortir du tiroir un vieux décret de l'époque coloniale qui date de 1933, décret qui disait que la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, eh bien, se passe à la rive droite du fleuve, la rive droite du fleuve. De l'autre côté, du côté côté mauritanien. de la Mauritanie. C'est ça les termes. Alors, à partir de ce moment, Senghor donc a dit, donc, en vérité, le fleuve c'est pour moi, puisque c'est à la frontière, se trouve sur la rive. Ils ont sorti un document qui a fait beaucoup de bruit à l'intérieur du gouvernement mauritanien, en particulier le ministère de l'Intérieur, parce qu'il gérait cette histoire-là. Et comme les Sénégalais étaient prêts à poser ce problème éventuellement devant la Cour internationale de justice, et que donc il y avait un problème de démonstration juridique à établir. Et ce qui allait nous faire perdre Rosso, Bogué, Alleg, Kayedi. Tout à fait, c'est toute la vallée. Et c'était un argument qui, en apparence, était très sérieux. Et donc les gens se sont beaucoup agités de ce côté-ci parce qu'on n'avait pas vraiment travaillé sur ce truc-là. Moi, j'étais le seul internationaliste, je dis bien le seul à l'époque, internationaliste, juriste internationaliste. Hein. J'enseignais le droit international d'ailleurs ici à l'université de Nouakchott. Et donc on m'a demandé, alors que j'étais quasiment dans la clandestinité, c'était la répression des négro-africains, et spécialement c'était la répression aussi du MND, et moi j'étais un des cadres clandestins du MND. Nous avons été donc abordés, quand je dis nous, je parle de moi et de Mohamed Mouloud, à qui j'ai posé ce problème-là, pour que je vienne, cette fois-ci, voyez-vous, paradoxalement, faire une note sur les frontières entre la Mauritanie et le Sénégal, concernant la ligne de démarcation et par rapport à l'analyse à faire de ce décret de 1933. Alors, donc du coup, je me suis retrouvé dans une situation, à la fois j'étais quasiment recherché, parce que j'étais dans la clandestinité, et en même temps j'étais sollicité par ceux-là même qui me cherchaient. Alors donc c'est un peu, bon, c'est un épisode très particulier de ma vie. J'ai effectivement... Et ça c'est au moment où certains disaient, extrémistes dont vous avez parlé, qui sont basés sur nationalistes, à l'époque, qui disaient que tout nègre n'est même pas mauritanien. Mais bien sûr, oui. Donc il fallait, et finalement on avait besoin d'un nègre mauritanien pour régler ce problème. Oui, ça c'est le côté un peu paradoxe de la vie. Donc finalement j'ai fait la note, d'ailleurs avec Feu Rahmou, un grand ami à moi, un excellent juriste, l'un des meilleurs de notre pays, qui est Salim Bougout. Nous avons travaillé ensemble, j'ai encore la note chez moi, on a travaillé ensemble sur cette note qui montre que les Sénégalais avaient tort, nos frères sénégalais avaient tort, parce que l'interprétation qu'ils avaient faite de l'article, disons, du décret de 1933 était erronée, parce qu'il y a eu d'autres choses qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont pas voulu voir, qui faisaient que la frontière entre la Mauritanie était la ligne Talouek, c'est-à-dire la ligne du milieu du fleuve. Donc de sorte que le fleuve est partagé en deux, et la frontière passe au milieu du fleuve. C'est cette note-là que j'ai émise, et donc, dès le lendemain, je suis bon, vous pensez maintenant, il faut peut-être vous poser cette question, pensez maintenant qu'il n'y a plus de dossier qui va sortir du tiroir pour revenir sur cette histoire de délimitation de la frontière? Non, en tout cas pour ce qui concerne, sauf un fou, il est très difficile. Mais dans ce monde, il n'y a que des fous. Oui, malheureusement. Mais peut-être il faut réfléchir là-dessus, mais il est clair qu'il y a comment vous dire, il y a une lacune, pour vous dire la vérité, formelle, dans l'identification de la frontière entre le Sénégal et la matérialisation. Oui, non, on n'a pas une convention de délimitation de la frontière. On n'en a pas. Vous voyez, peut-être parce que aussi la pratique, la coutume, a pris le pas sur le texte. Peut-être que c'est bon aussi comme ça, c'est plus de souplesse. Et puis entre la Mauritanie et le Sénégal, on passe le fleuve, et puis en pratique, tout le monde sait... Personne ne sait où est exactement la frontière. Bon, c'est le milieu du fleuve. Tout le monde sait que quand tu traverses le fleuve, dès que tu traverses le milieu, tu es passé de l'autre côté, tu es sur la rive du Sénégal. Donc, c'est la notion de rive. Peut-être qu'il faudra réfléchir plus tard sur ça pour énoncer les choses de manière formelle. Peut-être qu'il faut avoir une convention formelle, parce que la situation maintenant a été beaucoup améliorée entre les gouvernements et entre les États, entre les deux États. Peut-être faut-il élaborer une convention de délimitation des frontières définitivement. Comme ça, dans 100 ans ou dans 200 ans, nos arrière-petits-enfants n'auront pas de problème. On va revenir sur le problème du passif humanitaire.
vous répondez en tant qu'avocat, si vous voulez, ou en tant que politicien, comme vous voulez, ou en tant que Mauritanien. On est tout actuellement par rapport à ce problème. Ce que vous connaissez, ce que je sais vous êtes plus averti que moi. Alors, ce que je sais du problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un consensus national autour de l'idée que le passif humanitaire doit être réglé. C'est extrêmement important. Mais ça, c'est pas nouveau, parce que depuis Sidou Cheikh Abdallah déjà. Un peu avant même, mais en tout cas, depuis Sidou Cheikh Abdallah, les choses étaient claires. Mais le problème, non, on est dans la dynamique du règlement de la question. Voilà. La question qui n'a cependant jamais fait l'objet d'un accord formel entre toutes les parties concernées, c'est quel mécanisme mettre en place pour régler ce problème. Oui. L'idée de régler le problème n'a jamais posé de problème depuis, disons... depuis même le temps de Maouia, à la fin de son régime. Il en a parlé. Oui. Et il avait commencé effectivement. Donc l'idée qu'il y a un passif humanitaire et qu'il faut le solder, cette idée est déjà acquise. C'est positif, c'est très important. La seule question qui s'était posée et qui se pose encore aujourd'hui, c'est quel est le mécanisme qu'on va mettre en œuvre pour régler précisément cette question. Qui sera invité à ce mécanisme? De quel pouvoir vont disposer les autorités qui auront en charge du règlement de la question? Et surtout, que faire de ceux qui ont été les victimes et aussi de la reconnaissance dont ils doivent faire l'objet en tant que victimes ou ayant droit, si ce sont des héritiers par exemple, etc. Ceux qui sont coupables ou qui ont été considérés comme tels, que faire avec eux? Et surtout, comment identifier d'abord le sort des disparus? Comment identifier la nature des droits dont doivent disposer ceux qui ont échappé et qui sont cependant là, ils sont vivants, sans que cela n'aboutisse à une confrontation et sans que cela n'aboutisse à des crispations, c'est-à-dire vraiment dans l'entente et dans la réconciliation. Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Voilà comment on peut dire que la justice que tout le monde réclame doit être une justice spécifique, particulière, devant déboucher non pas sur des règlements de compte, mais sur un règlement réel et effectif, patriotique si vous voulez, de ce problème-là. C'est dans cet ordre de questions que nous nous trouvons lorsque nous évoquons, notamment dans le pacte, la nécessité de trouver un mécanisme de règlement de cette question. Oui, laissez à côté que vous êtes un avocat, laissez à côté que vous êtes un politicien, et restez que vous êtes un halpolar. Et que le problème est un problème particulier. Excusez-moi de l'expression, mais je dis franchement, c'est un problème de halpolar. Parce que les événements de 89, pratiquement, n'ont visé que les halpolars. Où ils étaient le plus grand nombre de victimes. Donc, on dit que Sidou Cheikh Abdallah a fait ce qu'il a fait. Donc ça, tout le monde le sait. Et, on est d'accord tous là-dessus. Et après, Ould Abdelaziz a fait lui aussi quelque chose. L'enregistrement est là, il a dit, et il a mis justement un halpolar, on va dire son nom, pour s'occuper de ce dossier. Et certains, d'ailleurs on a une déclaration de Sarr Ibrahima qui dit que c'est un règlement qui a été fait tard dans la nuit et qui a été soumis à des vieilles qui ne pouvaient même pas lire le contenu de l'accord. Et là, on est à l'époque de Qazouani. Ce problème-là, il avance ou il n'avance pas? Non, ce problème, il avance. Je vous pose la question en tant que halpolar. En tant que halpolar, si vous voulez. Je réfléchis comme halpolar mauritanien. Oui, bien sûr, évidemment. Halpolar abstrait, pas halpolar sénégalais, mais halpolar mauritanien. Parce qu'il y a des halpolars sénégalais. Il y a des halpolars sénégalais. Qui sont chez nous. Non, halpolar dans la région, je veux dire. Mais en quoi ça les regarde? Non, vous me dites en tant que halpolar. Oui, je vous dis mauritanien, évidemment. C'est-à-dire que je parle en tant que halpolar patriote. Oui, pour être voilà. explicite. Nationaliste, pour être Oui, patriote. Je préfère patriote à nationaliste. Alors, il y a une nuance entre les deux mots? Bien sûr. Ah bon. Alors, en tant que halpolar patriote, je dis, je cherche d'abord à ce que les halpolars puissent se reconnaître dans la solution qui sera trouvée. Il faut que moi, en tant que halpolar, je puisse trouver dans la solution que l'État va m'offrir quelque chose qui me satisfasse et qui m'enlève de l'épine du pied sur le fait qu'on m'a fait une injustice. Oui. Qu'on reconnaisse qu'on t'a fait une injustice. Vous savez, chez l'homme,
ce qui est le plus grave, Oui. ce n'est pas l'injustice elle-même, Oui. mais c'est la reconnaissance de la justice qui est le plus important. Si vous- C'est l'avocat qui parle. Non, c'est l'homme, c'est tout simple. Vous savez très bien que si quelqu'un vous tape, Oui. vous lance une pierre Oui. et vous casse votre tête, Oui. qu'il fasse exprès ou pas, c'est une injustice. Oui. S'il vient vous dire je m'excuse, Oui. ce que j'ai fait n'est pas normal, Oui. ça, Il vous reconnaît savez que- très bien que ça vous apaise, Oui. plus que la blessure que vous avez eue. Pourtant, vous êtes toujours blessé. Oui. Et ça vous fait mal. Et peut-être même que vous allez perdre quelque chose. Oui. Mais vous avez quelque chose que vous auriez gagné, c'est que votre esprit est comblé, qu'on ne va pas vous viser parce que c'est vous. Voilà. Vous voyez? Oui, Et c'est que ce clair. qui s'est passé ne se reproduira pas. Voilà. Donc vous êtes rétabli ici dans votre droit à la reconnaissance. C'est le droit à la reconnaissance qui est l'aspect le plus fondamental. Si vous réfléchissez un peu avec les principales victimes, ils vous le diront d'une façon ou d'une autre. Que le plus douloureux, c'est qu'on ne nous reconnaît pas comme étant des victimes à part entière, devant de ce fait bénéficier de la reconnaissance de victimes. Ce n'est pas de problème d'argent, parce que malheureusement, on l'a souvent posé en ces termes. On a faussé la donne. Oui. Par exemple, moi, ce que je reproche à Aziz, Oui. pour être clair, Oui. c'est le fait qu'il a bâclé le dossier en pensant que l'argent qu'il En mettant déversait- en avant Oui. l'aspect matériel de la question. Et si vous voyez moi, la façon dont ça a été fait, Oui. comment on a distribué cet argent aux ceci ou cela qui sont des victimes ou des ayants droit, c'est effrayant. Effrayant. Oui, parce que ce n'est Pourquoi, pas... quand parce vous que dites c'est dans la- effrayant? Parce que c'est dans la clandestinité, parce que c'est dans des sacoches fermées, parce qu'on vient chez vous la nuit, parce qu'on vous calcule ça en liquide, et on vous calcule 1 million, 1,5 million, vous prenez ça, vous mettez ça dans votre poche. Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois, en tant que chef d'État, à part la prière dite de Kéhili, dire que le processus qu'il a engagé est un processus étatique, à part Sidou Cheikh Abdallah qu'il a fait? À part lui, est-ce que vous avez entendu ça? Jamais. Il y a un Halpolar, un ami à moi, qui a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il m'a dit, je te dis honnêtement, il y a quelqu'un qui me rapporte qu'un général mauritanien, bon, je ne sais pas son nom, qui était donc, qui s'occupait de ce dossier, qui a dit, il a dit à des vieilles polars qui étaient victimes ou ayant droit, écoutez, vous avez la chance d'avoir eu ce que vous avez. En tout cas, une chose est sûre, voilà, c'est possible. Je ne sais pas si ça a été effectif, mais je sais Non, que... il a dit que ça a été rapporté par quelqu'un à qui une ça a victime été- à qui cet officier supérieur C'est une erreur a évidemment dit, grossière. il a dit, si vous avez ça déjà, Contentez-vous. contentez-vous. En tout cas, une chose est sûre, Oui. c'est que ceux qui ont eu quelque chose dans ce règlement, entre guillemets, comptable, Bon, nous sommes dans l'époque de Aziz. ok. oui, Aziz, D'accord. dans cet aspect, dans cette dimension comptable, Oui. ça a été fait de manière d'une maladresse extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que ça a été fait, encore une fois, en catimini, dans la clandestinité. C'est qu'a dit Sarr Ibrahima d'ailleurs. Oui, parce que c'est une question nationale. Oui. Et elle doit être réglée nationalement. Nationale, voilà. Il faut que le peuple soit témoin d'un règlement d'une question qui s'occupe de tout le monde. Oui. C'est ça que les gens veulent. Ils ne veulent pas qu'on les considère comme des lépreux, à qui on va mettre Voilà. dans une sorte de côté, à qui Oui. on va donner à manger, à boire, Ah. et puis en dehors de... C'est pas ça. Ce sont des victimes de l'État. Oui. Ce sont des victimes d'État. Or, c'est leur État. C'est pas l'État de quelqu'un d'autre. Oui. C'est leur État. Il est donc normal qu'il y ait une interlocution, qu'il y ait une discussion, des débats entre eux et l'État sur ce qui est arrivé. Ça me rappelle ce que je disais à quelqu'un, quand vous êtes négro-mauritanien et que, à cause des événements de 89, vous partez parce que vous ne vous sentez pas en sécurité comme ça se passe partout dans le monde, vous traversez le fleuve. Vous l'avez traversé. Mais ce qui fait mal, c'est quand votre police ou la police Vous de traversez. votre pays Oui. vous prend Voilà. et elle vous envoie dans un pays étranger. Mais c'est C'est ça exactement qui fait très mal. Voilà. Donc, il y a... Et là, l'État doit prendre ses responsabilités. Sidou Charla il a eu la bonne position. C'est de dire c'est l'État qui est responsable. Évidemment. Et c'est l'État. Ça, c'est déjà un problème de régler. C'est extrêmement important. Oui. Il s'agit maintenant pour les États, les gouvernements, pardon, successifs, Vous les régimes. de traduire cela, cette responsabilité de l'État, en quelque chose de politique, c'est-à-dire de quelque chose qui est ressenti comme tel par les populations concernées. Les uns et les autres d'ailleurs. C'est pas un problème d'ailleurs ici qui concerne à ce niveau-là les Halpulaar ou les Soninké ou les Wolof.
où les morts, ça concerne la nation dans son ensemble, envisagée comme une entité globale. Parce que chacune de ces parties a intérêt à ce que ce qui est arrivé aux uns ne leur arrive pas aussi. Les autres. Parce que ce qui est arrivé aux morts à l'époque coloniale ou à une autre période de l'histoire de notre pays a été ressenti par les morts comme très grave parfois dans la situation où ils se trouvaient à l'époque coloniale. Parce que les colons à un moment donné ont davantage pourchassé les morts à un certain moment que les négro-africains qui avaient été conquis plus avant. Et cela a créé parfois des préjugés graves que l'histoire de notre pays doit regarder en face. C'est valable aujourd'hui aussi. Nous voudrions arrêter ça là, net. Il ne faut plus que nos communautés, quelles qu'elles soient, puissent alternativement subir quoi que ce soit. De ce genre. C'est pour ça qu'ils ont accepté d'être dans un État. L'État est un régulateur de contradictions. C'est une machine qui a été inventée par l'histoire pour permettre de résoudre un certain nombre de contradictions pour ses composantes, pour éviter que les gens soient constamment en guerre et éviter que les autres également, du reste du monde, ne viennent faire la guerre avec nous. C'est pour ça que l'État est apparu dans ce sens-là comme étant un régulateur des contradictions. Il faut qu'il joue son rôle dans ce qui nous concerne aujourd'hui. Et une chose est sûre, c'est que notre pays a besoin d'être rassuré dans toutes ses composantes. Qu'il n'y aura pas de règlement de compte dans le règlement du Pacifique humanitaire. Dans le règlement du Pacifique, il n'y aura pas de règlement de compte. Et il y aura un règlement de l'État qui prend ses responsabilités pour faire comprendre aux uns et aux autres que je ne suis ni avec vous, ni contre vous, je suis pour vous. Il y a une question, donc je vous pose une question à laquelle vous pouvez répondre comme vous pouvez ne pas répondre. Ça veut dire que pour éviter qu'il y ait un règlement de compte, on doit, l'amnistie de 93, elle est maintenue. On évite qu'on appelle le règlement de compte. Et si elle est levée... Cette amnistie est doublement inacceptable. La loi Répétez-vous. La loi d'amnistie est doublement inacceptable. Oui. Et sur le plan juridique, elle n'a aucune valeur. Oui. Elle est inacceptable parce qu'elle a été faite par une assemblée qui n'avait aucune légitimité. Oui. Et on sait dans quelles conditions cette assemblée de Maouir était élue. C'était une assemblée qui n'a pas été élue démocratiquement, dont les membres ont été littéralement cooptés, donc ils ne peuvent pas prétendre parler au nom de notre peuple réellement. Donc ils n'ont aucune légitimité à parler au nom de notre peuple pour régler une question aussi grave. Ça c'est d'un. Deuxièmement, on ne peut pas faire une amnistie sans vider de son sens le mot même d'amnistie si on ne parle pas de qu'est-ce qu'on amnistie. Vous pouvez lire le texte, on parle d'événements. Or il faut être clair, qu'est-ce qu'on amnistie? Tu dis seulement je pardonne, mais tu pardonnes quoi? Et qui? Oui. Et donc il faudra déjà faire dans la loi elle-même il y a un vide. Il y a un vide qui la rend sans objet. Il faut que d'un point de vue de ce qu'il va exprimer, que soient identifiés les problèmes par rapport auxquels l'amnistie est demandée. Ce qui suppose donc, troisième élément, que cette amnistie sur le plan juridique ne puisse pas se faire au détriment de valeurs fondamentales qui sont d'ailleurs des valeurs universelles. Vous ne pouvez pas amnistier en dehors des victimes quelqu'un dont le crime est continu au moment même où vous l'amnistiez. C'est quoi un crime continu? C'est un crime qui, au moment où vous en parlez, il se poursuit. Par exemple, un disparu. Tant qu'on ne l'a pas retrouvé, il continue à être disparu. Comment donc tu peux amnistier un crime qui continue? Donc il faut absolument que l'État dise, oui, les disparus en question sont morts et ils ont été enterrés dans tel endroit ou tel autre endroit. Je vous signale qu'Aziz l'avait promis d'ailleurs explicitement. Il ne l'a jamais fait. Donc il faut bien que cette donnée-là liée à la loi, formellement, techniquement parlant, d'amnistie, que ça soit effectivement clarifié. Maintenant, sur le plan du droit international, même si la Mauritanie remplit les conditions formelles d'une loi, cette loi n'aurait pas de valeur juridique internationale parce qu'on ne peut pas amnistier un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un crime de génocide. On ne peut pas l'amnistier, sauf s'il y a un accord entre les parties concernées par ce drame. Moi, si je suis victime de génocide, on règle le problème que j'accepte, donc, je veux dire par là qu'il faut une nouvelle loi d'amnistie dont on doit définir les conditions dans lesquelles ça va se dérouler et ça va fermer définitivement ce débat-là. Vous voyez, aujourd'hui,
Il y a des gens, juste, peut-être que c'est injuste d'ailleurs, ou peut-être que c'est juste, j'en sais rien, qui sont indexés comme étant des criminels, parfois où qu'ils aillent. Comment? Parce que c'est le ouï-dire, c'est le rumeur, c'est les mots qu'on lance, etc. Peut-être que c'est vrai d'ailleurs, peut-être que c'est faux, mais qui sait? On ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'aucun effort de clarification n'a jamais été fait. Conséquence, c'est l'État qui en est victime. Ce sont les généraux, les colonels, autres qui en sont victimes, ou leurs enfants. Oui. Vous posez exactement les problèmes que je voulais évoquer. Voilà, allez-y. Parce que si l'on ne pose pas les conditions d'identification de ce qui est arrivé, des événements, on ne pourra pas non plus savoir qui a fait quoi. Parce qu'on est en Mauritanie. Chaque événement est situé géographiquement en un temps donné, on se connaît tous. C'est lui qui a fait, on le sait par l'événement même, et par le lieu où a eu l'événement, au moment où il est intervenu. Vous comprenez? Et ça permet de crever les abcès et d'empêcher qu'on jette parfois des insultes ou des accusations à gauche et à droite. Il y a des accusations très graves qui sont portées contre certains officiers qui sont réelles, qui sont effectives. Est-ce que c'est exhaustif ou est-ce que c'est partiel? C'est justement en parlant qu'on pourra trouver une solution. Il est temps que nous fassions face à notre histoire et que nous réglions le problème. Et je dis qu'il y a une chance pour que ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir sont ceux sur lesquels se porte le moins de critiques de cet ordre, quel que soit X. Parce que moi je suis le premier, le MND est le premier à avoir sorti la liste, la première liste, c'est nous qui l'avons sortie. Je vais vous la donner si vous voulez. L'original, je vous l'amène. Et cette liste, justement, on va terminer parce qu'on est resté trop longtemps. Cette liste, elle a été faite à partir de recoupements. Des témoignages et des recoupements réels. Effectivement, parce que les premières victimes sont venues d'abord nous voir, parce que c'est nous qui étions en relation avec elles, dans le cadre des activités que je vous ai évoquées, de résistance partout où nous pouvions être, contre les injustices dont les négro-africains étaient victimes. Il était naturel et normal que nous ayons les listes. Nous sommes les premiers, encore une fois. Vous pouvez d'ailleurs vous interroger. Les gens n'ont qu'à sortir les listes. Vous allez voir, il y a beaucoup de listes qui n'auront pas. Moi, si on va chez moi, je vais vous montrer sous les yeux les listes manuscrites. Le statique. Vous allez voir, manuscrites. Bon, on ne va pas passer sous le nez. Donc c'est pour vous dire seulement que nous devons être modestes dans la démarche que nous allons entreprendre et positifs dans la méthode que nous allons, et nous allons rechercher la vérité dans les faits, pas dans les accusations, mais dans les faits. Et cette recherche de la vérité dans les faits, elle n'est pas destinée à une simple incrimination, elle est destinée à dépasser les obstacles et à dépasser et désamorcer des bombes, et faire en sorte que notre pays retrouve sa sérénité et qu'on enterre définitivement sa passion humanitaire. C'est ça la démarche. On n'est pas là pour la confrontation, on n'est pas là pour indexer. Bien sûr, chacun est libre, hein. Moi je ne donne de leçons à personne. Si on est aux États-Unis ou ici ou là, on veut lancer des accusations, chacun est libre de le faire, quitte à ce que celui qui est accusé réagisse. Hein. Donc ça, c'est pas là mon problème. Mon problème, c'est la nécessité d'un règlement politique, juridique, qui définitivement nous fasse tourner la page et que l'armée nationale ne puisse jamais, plus jamais, être souillée de quelque manière que ce soit, pas même par une insulte. C'est ça mon objectif. Parce que sans une armée nationale, il n'y a pas de nation. Sans une armée républicaine, il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de nation. Certains pensent que votre parti est en train de baliser le chemin du président pour un deuxième mandat. Si vous devez souhaiter quelque chose pour les élections prochaines, je dis votre parti, quel serait ce souhait? Écoutez, notre souhait, ce serait que d'abord, nous puissions, en notre sein, au sein de notre parti, trouver le candidat qui représenterait nos idées sur le moment, c'est-à-dire dans la conjoncture actuelle. Un candidat qui sort du profil des 18 points que vous avez, qui
serait de nature à mettre en œuvre ces 18 points dans les conditions que nous conviendrons à travers un programme qui serait un programme de gouvernement. C'est ça notre objectif. Tant que nous n'avons pas un programme de gouvernement avec quelqu'un, le programme de gouvernement c'est différent d'un pacte, d'un accord général. Tant que nous n'avons pas un programme de gouvernement avec quelqu'un, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans une relation électorale de soutien. On peut soutenir comme ça. Mais il n'est pas évident qu'un parti politique puisse aller dans une élection soutenir quelqu'un avec lequel il n'a pas de programme commun, avec lequel il aurait convenu d'un programme commun. Donc ça, c'est notre réponse, disons, méthodologique. Notre comité permanent et surtout notre bureau exécutif déterminera les critères et les conditions dans lesquelles les choses vont se dérouler. Les gens disent ceci ou cela, on nous a toujours dit ceci ou cela, peut-être que vous avez oublié, mais lors des élections législatives, n'est-ce pas, toute la presse avait dit qu'un accord avait été conclu entre nous et l'INSAF et que nous allions ensemble aux élections. Vous avez vu ce qui s'est passé, il n'en était rien. Nous avons été seuls et nous avons eu ce que nous avons eu, c'est-à-dire pratiquement rien, dans les conditions de dévastation électorale que vous connaissez. Donc, il y a les rumeurs, qui peuvent être parfois d'ailleurs des rumeurs orientées, destinées à gâcher en quelque sorte les processus de débat démocratique normaux dans notre pays. Et ça, nous ne voulons pas jouer ce jeu-là. Je reviens sur... parce que c'est pour la première fois que je vois tirer à boulet rouge sur Biram Daoulebed et puis le parti Tawas. Mais vous avez dit, ils vous ont trahi. J'ai dit, bien évidemment. Comment ça, ils vous ont trahi? D'abord, Biram, sur le plan personnel, c'est un ami. Oui. Sur le plan politique. Non, on parle que du plan politique. Oui, mais je tiens à préciser, on est en Mauritanie. Mais Biram, c'est quelqu'un qui est insupportable. Insupportable. Sur le plan politique et sur le plan des rapports qu'il entretient avec les gens. C'est le plan politique. Biram Da est allé jusqu'à traiter les gens de menteurs en parlant de nous, et spécialement en parlant de moi. Menteurs. Il est allé affirmer que nous avons, nous, déjà conclu un accord avec le gouvernement actuel, avec Razouani, notamment que le pacte devra mettre en œuvre et qui consisterait en ce qu'il y ait un troisième mandat, qu'il y aura une réforme constitutionnelle, et c'est là l'objet, disait-il, de notre pacte, pour lui assurer un troisième mandat. Vous vous rendez compte? Et c'est faux. Vous avez lu le pacte. Il n'y a pas que ça. Plein d'autres choses. Des attaques brutales, directes. Mais ça, c'est pas nouveau. Oui, mais ce n'est pas nouveau, ce n'est pas acceptable pour autant. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas nouvelle qu'elle est acceptable. Il y a bien un seuil critique au-delà duquel nous n'accepterons pas. Mais vous avez parlé de trahi. La trahison, elle consiste sur le plan politique. Parce que c'est lui qui a posé votre parti a été trahi. Il a dit, lui, en public, dans une conférence de presse, que notre parti et le RFD, nous avons trahi l'opposition parce que pendant que nous y luttions ensemble contre les trucs électoraux, contre la fraude électorale, que nous étions en train de négocier en douce et que nous avons trahi, effectivement, cette opposition. C'est lui qui l'a dit. Mais en quoi il vous a trahi? Il nous a trahi parce que nous avons négocié, discuté pendant des mois et des mois. Avec lui aussi. Mais bien sûr, il y avait Sewab. Lui, il est député de Sewab. Oui. Et Sewab rendait compte. Oui. Et ensuite, nous l'avons intégré en tant que tel dans les discussions. Je dis bien en tant que tel, en tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, comme Hamidou Baba. Et nous avons également intégré Cham Samba comme FPC pour avoir un parti qui n'avait pas été reconnu alors qu'il remplissait toutes les conditions. Nous avons ensemble, donc, avec ces deux personnes-là que j'ai citées, plus les autres partis responsables des autres partis politiques, nous avons négocié ensemble un dialogue. À la veille de ce dialogue, qui a intervenu pour que ce soit bloqué? Mais c'est Biram. C'est Biram qui a intervenu pour dire qu'il faut arrêter ce cirque, qui ne participe pas. Avec d'ailleurs Tawassoul qui, se fondant sur ça, notamment, a fait une déclaration demandant au pouvoir de suspendre le dialogue. C'est pas de la trahison. Mais lui, qui nous accuse, nous, d'avoir initié des actions avec Razouani. Mais lui-même nous l'a dit que Razouani était son ami, qu'il a discuté avec lui, qu'il a convenu avec lui d'un certain nombre d'engagements, en particulier la reconnaissance du RAC, que grâce à ses amitiés avec M. Razouani, maintenant la question de l'esclavage est réglée. Il a même tenu une conférence internationale, ici, à Nouakchott, oui, avec tous les anti-esclavagistes du monde entier et de la Lune, pour venir discuter de ça ici, pour prouver que dans notre pays, il n'y a plus d'esclavage. Qui a donc trahi? C'est pourtant c'est le même M. Razouani qui est là. Est-ce que Razouani a changé? Non, mais Razouani, c'est pas vous. Non, mais je veux dire simplement que lui, en quoi ça vous regarde? Oui, mais lui, la trahison dont il parle, c'est le rapport que nous avons avec M. Razouani. En quoi ça le regarde?
Vous posez cette question, Oui. c'est à lui qu'il faut poser la question. Oui. Pourquoi nous, les rapports que nous avons avec M. Razouani, ne font l'objet d'aucune acceptation de principe par les journalistes qui nous tuent dessus, qui nous parlent de rouler dans la farine. Mais M. Biran, lui, il peut se permettre d'avoir toutes les alliances qu'il veut. Toutes les alliances qu'il veut. Personne n'ose lui dire la vérité dans ce pays-là, M. Biran. C'est le seul homme politique absolument intouchable. Biran peut se réveiller le matin, dire tout ce qu'il veut, aucun journaliste n'osera dire Biran qui raconte des histoires. Personne. Comment ça? Je vous défie de dire qui l'a dit. Je vous le défie, c'est tout. Quel est le journaliste? Mais vous adressez à quelqu'un qui dit de lui ce qu'il veut. Mais je n'ai dit que la vérité. J'ai dit que moi, personnellement, je n'ai pas vu. Et c'est d'ailleurs ça. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas lu que vous n'avez pas vu. Non, je n'ai pas vu M. Biran être interpellé par un journaliste pour lui dire les vérités que vous nous avez dites ou que vous nous dites vous en tant que vous. C'est la vérité. Moi, je ne parle pas des trucs qui peuvent être des articles à gauche et à droite, je parle du message politique. Peut-être qu'on est... Bon, ensuite, c'est pas ça, nous, gars. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est l'acte politique que ça représente. Oui. Nous ne sommes en accord avec personne de ceux qui nous ont critiqués ou qui nous critiquent au sein de cette opposition. Parce que vous avez dit au cours de la conférence, au cours de la rencontre que nous avons eue, vous avez dit, on trahit quelqu'un avec lequel on a signé. Quel accord l'UFP avec Biran? Quel accord? Mais dans le cadre de discussions que vous avez eues avec le président... Nous n'avons jamais... Oui. Les discussions que nous avons eues avec vous vous êtes réunis pendant longtemps, vous venez de le dire. Avec le président de la République. Pendant 6 mois, vous avez discuté avec nous avons discuté dans le cadre de la recherche d'un accord politique qu'on a appelé le dialogue dans ce pays. Oui. Nous n'avions aucun accord pour aller ensemble. Hein? Oui. Est-ce que vous savez que quand on discutait avec les partis de la majorité, nous n'avions aucun accord entre nous en tant qu'opposition pour y aller. Chacun y venait à titre individuel. Bon? Mais c'est important de le savoir. Donc vous êtes toujours, l'opposition est toujours en ordre dispersé? Non, l'opposition en ordre dispersé, vous savez depuis quand? Mais depuis que Tawassoul a quitté la côte en 2013-2014. Quand toute l'opposition a été réunie pour boycotter les élections législatives d'Aziz, et que finalement, il n'y a que nous et les RFD qui avons boycotté, les autres ayant participé, sauf certains autres qui, effectivement, ont participé. Depuis lors, l'opposition n'existe pas en tant que cadre organisé. Il n'y en a pas. Ah bon? Mais je vous le demande, vous êtes les journalistes. Non, mais moi, je vous pose la question de savoir pourquoi vous l'avez dit. Je vous l'ai dit qu'il n'y a jamais eu, depuis la côte, aucun accord entre les forces politiques de l'opposition pour entreprendre une action commune sur le terrain politique. Il n'y en a pas. C'est au contraire l'UFP qui, à chaque fois, a couru avec les uns et les autres pour les amener à agir ensemble pour faire telle marche, pour faire telle manifestation, pour dénoncer telle action faite par le gouvernement à l'époque d'Aziz, sur tel point ou tel autre point. Est-ce que, pour terminer en vous demandant de répondre à cette question, est-ce qu'on ne vous en veut pas parce que vous essayez de jouer le mouton du troupeau? On nous en veut parce que nous sommes pour l'unité nationale. Nous sommes contre la confrontation entre les communautés à Mauritanie. Et les autres? Nous recherchons l'apaisement. Les autres, chacun a sa politique. Mais je ne suis pas là pour juger. Mais pourquoi on vous reproche ça? On nous reproche de ne pas être dans une démarche. L'opposition est censée quand même à un moment jouer sur la même musique, sur certains points en tout cas. Donc dans ce cas, de convenir sur un accord. Et pourquoi il ne peut pas avoir un accord? Parce que tout simplement, je suis en train de vous expliquer. Mais vous avez réussi à mettre 19 points. Oui, mais ça... 19 points. Oui, nous avons fait... 19 points avec les... Vous ne pouvez pas faire 19 ou 7 ou 8 points avec l'opposition. Pourquoi l'opposition... Vous n'arrivez pas. Pourquoi l'opposition ne le fait pas? On l'avait fait dans le cadre du code. Mais qu'est-ce que le code est devenu? Elle s'est dispersée. En tout cas... C'est ça le problème. Vraiment, je souhaite, par cette prière-là qui commence, parce qu'on va arrêter, je vous souhaite beaucoup de chance, je parle de votre parti, beaucoup de chance dans son exécution, et j'espère que vous réussirez. En tout cas, c'est ce que je souhaite, et je vous remercie, professeur, d'avoir accepté cette rencontre qui a duré un peu, mais qui est passée sur des questions essentielles. Je vous remercie infiniment pour cela, pour cet entretien à bâton rompu, disons. En tout cas, je suis toujours très content de te rencontrer. Style journalistique offensif, voilà, sans tabou, c'est très bien. Mais en tout cas, nous sommes surtout un parti très ouvert à tout le monde.
à commencer d'abord par cette opposition, avec lesquelles il me semble absolument nécessaire de trouver des formules de compromis pour aller de l'avant, parce que c'est sans cela, le pays connaîtra toujours des déséquilibres dans le fonctionnement de son système démocratique. Merci donc. Merci. Je vous souhaite une très très bonne nouvelle année. Merci. Bonne année aussi. متمونك من عاقبي عاقب ظهرك ما تعرف من سابقي ما هو نفسك أصحابي وقاربي قالوا عنك مانك هو صاحبي ولا أنا صاحبك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قداس قامي طموحي وأحلامي أكبر منك ولا تفهم تخمامي ولا أنا قداس قامي طموحي وأحلامي أكبر منك توحشتك يا غريب مكسومة يا غالية 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 توحشتك يا غريب